So welcome everyone to this webinar on quality of family planning programming. And we'll be hearing experiences from Niger, from Sri Lanka, and from DRC. And this is a continuing celebration of the World Contraception Day that was yesterday. And we are really looking forward to an interactive and interesting time together. On the next slide, a short introduction of myself. I'll be moderating this webinar today, and I'm Dr. James Kiari. I'm the head of the Contraception and Fertility Care Unit here in WHO, and my background is I'm an obstetrician gynecologist. Just some housekeeping information on the next slide. To please note that this webinar will be recorded and it will be available in the WHO HRP YouTube channel and also on the IBP website. So for colleagues who are not able to join, or those maybe if you need to listen again, you can always find the recording there. At any time, you can submit your questions using the Q&A tag that is below your screen. And the panelists, as we proceed, will be able to reply to your questions. And also at the end, during the Q&A time, we can be able to have further questions in response to the questions that you have asked. Interpretation is available in French. If you click on the button that has this shape of a globe at the bottom of your screen, at the bottom on the right, then you can be able to select the language in which you would like to hear your presentation. But just some comments as an opening for this to start off our discussions is that the reason this webinar is very important is that although we've had a lot of investments to address the barriers to non-use and uptake of contraception, and I think now we clearly know what needs to be done. However, we find that the progress and scale up and sustaining of these efforts is still not happening uniformly across the countries. Therefore, there's really need for us to know how do we do these things. And I think this webinar is actually addressing the issue of how we do this with a particular focus for which, because this is an issue that is very close to my heart and my area of practice, with a focus on postpartum family planning. We will hear the experiences of the three countries on how they did it. And we really look forward to the presentations because as WHO, we really believe in learning from each other. This is critical, particularly in the context of South to South cooperation. And this, in learning from each other, it's the only way that we can really be able to make progress. And even more importantly is that we'll be hearing from the people who are actually on the ground in countries addressing these barriers and overcoming these challenges. And I think they will provide very important insights for us. So without further ado, I think I will say that we look forward to a very engaging conversation. And now to introduce our first presenter, Dr. Rita Cabra.
who is based here in WHO headquarters, working in the contraception and fertility care unit, is a medical doctor with lots of experience in reproductive health and public health management. And she'll be presenting to us on the accelerator project. Over to you, Rita. Thank you, James. And thank you everyone for giving us this opportunity to present the work we have been doing under the WHO FP Accelerator project, especially to focus on postpartum family planning. Thank you also for joining us. In this webinar, I hope to start and present just the context, the overview, and some key outcomes of our work. And then my colleagues from Niger, Sri Lanka, and DRC would deep dive and provide more in-depth information and knowledge that has been gained throughout this process. I'm very happy to be here today. Next slide. So as I said, we'll be presenting more of the work which we have been doing under the WHO FP Accelerator project, which actually begins in 2019 to 2022. But the work here has been going on since 2015, as you can see. Next slide. In 2015 to 2018, our work had mainly focused on supporting countries to update their family planning recommendations. So most of the countries were working on updating their guidelines, which moved from 2015 to 2018. At the end of 2018, all the learnings were again reviewed. And the idea then came out that, okay, let's focus and do certain work in a few focus countries. And so we started working in 14 countries and 3 regions. However, all the time, the focus has been on improving access to quality and right-based family planning services. And we worked all the time under the principles of WHO 13th Global Program of Work, which included things like, let's do bottom-up processes, let's learn from the country, let country be, ownership be the most important thing, and also to be flexible enough to tailor our approaches to the country needs. Next slide, please. So based on this, 4 main approaches have been identified, and countries were free and countries decided which particular approach they would like to use. These approaches were not totally separate. They actually overlapped. They collaborated with each other and they built on each other's. However, the first approach was the technical assistant coordination mechanism. The focus of this had been always to improve quality of services for adolescent and youth. And the second approach, which I would talk about, is partnership, which was very, very strong and helped in disseminating evidence-based guidelines. And this partnership expanded over academia, professional associations, UN bodies, civil societies, healthcare providers, Ministry of Health, and together we have been working all the time to disseminate evidence-based guidelines in countries to help their scaling up. The third approach we took, which is again very important and has been the basis of our work, is how do we have strong country leaders? How country leaders could work together to adapt and implement these evidence-based guidelines. So all the work has been coming out from countries, and the regional WHO and the country colleagues have been supporting our country offices, our partners in country to implement evidence-based guidelines. And finally, the South-South learning, which focused on how do we share and learn from each other, especially countries who have done some work, and how do we work together so that we could learn from each other. And throughout the project time period, we have been focusing on monitoring. How do we monitor our progress? How do we document? And how do we communicate with each other? And all the 4 areas, whether it is horizontal communication, vertical communication, we had a lot of focus on communication. Next slide, please.
Yes, and during this project, we really worked a lot on learning from each other and from the countries in South. And to guide our work, we had developed a guidance document, which had very clearly delineated 5 steps to ensure that we do not go into a South-South learning exchange mode without having a proper planning, without identifying what is it that a country would like to learn from another country. So a lot of focus has been on preparation and planning. Once the country had prepared and planned what they want to learn, only then the exchange would take place. Throughout the system, an inbuilt monitoring system was built in, and it was also important to identify that in each country, we identify some implementing partners so that following the exchange, they could help or they could be part of the team to implement what they have learned. So these were the 5 steps according to which some of the South-South learning exchanges were done. And you can see here some of the countries between which we had these exchanges. And one of them today is with us, Sri Lanka, and they would be talking about how they have learned as well as how they have worked as a mentor using the South-South learning exchange process. Next slide, please. This is just to say that as we started working, and as many of you know, last 2 years it has been COVID. So most of our South-South learning exchange had been done on remote. And we had to do multiple sessions of remote where we brought country teams from 2 countries together to discuss and to learn from each other. Next, please. So now I want to talk a little about some of the key achievements. I would not go into much of the details, but just to give you an overview and then ask my country colleagues, some of them to go into more details. Next, please. Yeah, so this is about, do not read it, but these are 14 countries in which we have been working in 3 regions. And each of them had made some progress and have identified their own activities. And as this webinar is focusing on postpartum family planning, I just wanted to show that how important postpartum family planning has been in many of the countries. And you will see that most of them did put it, as we started working, we first wanted to ask what is their main objective? And so it was postpartum family planning. And then throughout the stages, they have been working on scaling up programs for improving postpartum family planning in countries. Next, please. So these are just a few examples. We worked in Afghanistan in difficult situations. And despite that, Afghanistan had identified improving availability and monitoring of postpartum family planning services as their key objective. And they did it by setting up postpartum family planning corners. They set up these corners in about 25 provinces, in the hospitals, making sure that following a delivery, following the birth of a child, every mother, every parent receives counseling on postpartum family planning before going. And this actually increased the uptake of postpartum family planning services. This work is still going on, and we hope that it will be expanded. And as you see, UNFPA has also been working side by side and helping us to increase these postpartum family planning corners in other centers in Bamiyan province. Next, please. Another example I could give is Nepal. And Nepal went through the whole process of using South-South learning exchange to improve postpartum family planning services. And they began actually by doing a situational analysis in the country. At the request of the Ministry of Government, they did first a desk review of whatever is the literature which was published in Nepal to see actually what is happening. This was followed by secondary analysis of the national DHS data and also added in a rapid assessment of health facilities. Based on these results, which were of course very clear that postpartum family planning is not integrated within MNCH services, it is only limited in certain facilities, and wherever counseling is done is not being recorded. Of course, male partners do not participate in family planning counseling. So based on this, they then went into the next phase, which is how could we strengthen postpartum family planning services.
It's interesting here to see this picture, which I'm just seeing again, that here we have people from all phases. We have the FP 2030 participation. We have partners from country team, from Ministry of Health, from implementing partners, from regional office, country office, just to say that it was a big team which worked together to improve postpartum family planning services. And of course, everything was done on Zoom. And that was one of the things which they did miss, and we'll talk about it later. Next slide, please. So this is just to say how Nepal then initiated South-South learning with Sri Lanka, and Sri Lanka explained how the Nepal's work was how to integrate. The objective was how to integrate family planning in MNCH services to scale up postpartum family planning services in countries. And this is how Sri Lanka, which acted as a mentor, informed that it is very important to integrate family planning services at multiple points. So the counseling need not be just only at the post-delivery program, but how could we prepare women, child, individuals during the pre-pregnancy period, antenatal care, postpartum care, and then throughout the period to ensure that deliveries are well spaced, there is enough birth intervals, and postpartum period is safe. So we also have a colleague from Sri Lanka who would talk about it, so I would not give much on it. Next slide, please. Work on Tanzania was mainly focused on capacity building of healthcare providers. This included training, post-training mentorship, and coaching, and a monitoring to show that there was actually a significant increase in uptake of intrauterine contraceptive devices among postpartum family planning women. In order to ensure, in order to talk more about, to provide evidence on postpartum family planning, 5 indicators on postpartum family planning were included into the national HMIS system, and Tanzania has developed a dashboard with the help of Ministry of Health, and together WHO partners, Ministry of Health are actually monitoring this dashboard, which provides now information on postpartum family planning in the country. Next, please. Here is another example from Madagascar, where again the focus has been on capacity building on quality of care in family planning services. Madagascar worked very hard to develop a guide on how to improve quality in family planning. And then they had a dissemination of this guide in 21 or 23 regions. And the guides, it was very important to disseminate these guides to the program managers at the regional and district level, because if the program manager knows about it, the work could scale down. So this was one of the big important points which Madagascar really focused on, that how could we improve quality of care going through the program managers. Madagascar is also now working with Burkina Faso to scale up subcutaneous DMPA sub-Q injections. And you will be soon hearing about this more later. Next, please. Yet another example from Nigeria, which worked on quality of care in family planning. And here Nigeria worked with Uganda. The 2 countries worked together to learn from each other how they could improve quality of care and how they could mainstream quality of care in family planning within the national QI program. And both the countries were working on quality of care when they started taking the South-South Learning Exchange program, but they had different challenges and they had different strengths. So it was very good, or it was very interesting to see how the 2 countries shared their challenges and weakness and learned from each other. We are documenting some of these experiences, and you will be soon, you could read more in depth about this. Next, please. Niger is another country where the focus has been on scaling up postpartum family planning. They also began by conducting a situation analysis, making recommendations to the Ministry of Health, and now are approaching into the next phase, which is how they do South-South learning to scale up postpartum family planning services and promote LAC, which is long-term reversible contraceptives. The country is now working with Benin on this,
And we'll be hearing more about this. And we have today with us somebody from Niger, the Ministry of Health, to talk more about the work being done in Niger. Next, please. And DRC is another example where the focus has been on capacity building and advocacy campaigns. And they have been focusing on integrating postpartum family planning within the antenatal care program and within the midwifery training curriculum. DRC had, during the umbrella project and even before that, they had done the Yandabo study and they had very good results. And based on that, they moved further into implementing some of the evidences from the research and now into scaling up. So it's a very good example of seeing how research findings are actually integrated in the program. And you'll be hearing from our colleague Robert and Bridget more about DRC. Next, please. So some of the work here has been what was the impact of postpartum family planning? So you could see from some of the examples I have given that this project has been actually very helpful at country context, more for institutionalizing postpartum family planning in the countries. In many countries, the national guidelines were developed, policy strategy tools were developed. Some of the countries like Nepal, we could see very clearly a much higher financial commitment was made. Also from other countries, financial commitment was made. And many countries have started moving towards integrating postpartum family planning services within other areas, not only within MNCH, but also with immunization and child health and other programs, which are health system programs, which are working in the countries. It also helped to strengthen strategic information because data on postpartum family planning was really prioritized. Many countries felt that they are missing this data. So there was a lot of work done on how to collect information and scientific data on postpartum family planning systematically. And that's why in many countries, indicators have been identified and inserted into the district HMIS system. Work has also been done on capacity and advocacy, as well as on collaboration and coordination. How could we work together at different levels so that we are collaborating and coordinating with different partners who are working on scaling up family planning programs. So these were very good, and this worked very much together to scale up and sustainable, to scale up and sustain family planning interventions. Next slide. And I think some of this work has now been documented. We have got about 4 publications coming, and we have also been communicating with many of you through the newsletters, which we are doing every quarterly. And I think I'm going to stop here. Very important to say that yes, South-South Learning Exchange is a very important part, and we will be using many of them for scaling up these services in the next few years. I'm going to stop here and hand over to you, Dr. Yari. Yeah, thank you, Rita, and congratulations on that very nice presentation. We'll move to our next presenter, who is Dr. Amadou Husseini from Ministry of Health of Niger, and will present on situational analysis to scale up and sustain postpartum family planning. Dr. Husseini is a medical doctor with training in population health, and he is currently working with the Ministry of Health and is currently the Director of Family Planning in the Ministry of Public Health, Population and Social Affairs. So over to you, Dr. Husseini. Merci beaucoup, professeur James. Merci à tous les participants. J'ai l'honneur ce matin de partager avec vous les données sur l'analyse situationnelle de la pratique de la planification familiale du postpartum au Niger, une évaluation réalisée dans le cadre du projet PEF Accelerator. Donc, je dois préciser que cette analyse fait partie des activités phares que le Niger a identifiées dans le cadre de ce projet-là pour aller dans les perspectives de la révision de son plan
de passage à grande échelle pour la planification familiale du postpartum au Niger. Donc, nous avons, next, diapo, s'il vous plaît. Donc, le plan de présentation, on va passer directement le contexte un peu, voir les buts et les objectifs assignés à cette évaluation-là. Et nous allons un peu parler du cadre de l'étude, de la méthodologie, et nous allons partager avec vous les principaux résultats et quelques recommandations qui ont été formulées à partir de cette étude-là. Next. Voilà, donc je le disais tantôt, c'est une des activités phares que le Niger a retenues dans le cadre du PEF Accelerator en vue, n'est-ce pas, d'améliorer son plan de passage à grande échelle pour la planification du postpartum au Niger. Donc, cette étude a été réalisée en collaboration avec l'ONG URC et le but était de disposer de données fiables et pertinentes sur la pratique actuelle de la PF au Niger. Next. Donc, j'ai parlé tantôt de l'objectif et cette évaluation, bien entendu, a porté sur les différents niveaux de structures de santé, n'est-ce pas, du niveau central jusqu'au niveau communautaire, afin de mieux orienter les interventions pour le passage à grande échelle de la planification familiale au Niger. Next. Donc, en termes d'objectifs spécifiques assignés à cette évaluation, il s'agit essentiellement d'estimer le niveau général d'utilisation des méthodes contraceptives modernes en postpartum au Niger, de décrire la gamme des méthodes utilisées, n'est-ce pas, au Niger, et ainsi que les besoins non satisfaits en planification familiale du postpartum, d'évaluer le niveau d'intégration de la planification du postpartum dans les différents points de contact et de déterminer les facteurs associés à l'utilisation des méthodes contraceptives au Niger, surtout en période du postpartum, ainsi que de mesurer la capacité des agents de santé à offrir la prestation du PFPP de qualité et enfin de formuler quelques recommandations opérationnelles pour le passage à grande échelle de cette pratique à haut impact. Next. Donc, par rapport au cadre de l'étude, c'est une étude vraiment qui a concerné toute l'étendue du Niger, donc toutes les 8 régions du Niger, et a concerné toutes les différentes parties de la pyramide sanitaire, du niveau central jusqu'au niveau communautaire. Et bien évidemment, les structures publiques et privées ont été également incluses dans cette étude-là. Next. Donc, par rapport à la méthodologie, il s'agit bien entendu d'une étude descriptive de type transversal visant à évaluer la pratique de la planification familiale au Niger. Next. Et la population d'étude comprenait essentiellement 3 types de groupes. Le premier groupe, qui est la cible primaire, c'est essentiellement les femmes ayant accouché durant les 12 mois précédents ou en union ou célibataires. Le deuxième groupe a concerné les prestataires de services SRM-NIA et également les maris ou partenaires des femmes en âge de procréer ayant accouché durant les 12 mois précédents. Et le troisième groupe a essentiellement concerné les leaders communautaires, les décideurs politiques, les partenaires et certains ONG intervenants dans le cadre de la SRM-NIA au Niger. Et ça, c'est surtout pour le volet qualitatif de l'enquête. Next. Donc, en termes de méthodologie, les techniques d'échantillonnage utilisées essentiellement varient en fonction des unités statistiques, mais c'est surtout des choix raisonnés qui ont été utilisés. Comme je le disais, toutes les 8 régions ont été prises en compte, mais de là, il faut voir toutes les structures, en tout cas de référence au niveau national. Donc, je voulais ici préciser la maternité centrale, l'hôpital national de Niamey, l'hôpital régional de Niamey et les 7 centres de santé de la mère et de l'enfant ont été systématiquement pris en compte. Et l'échantillonnage raisonné a essentiellement concerné les districts au niveau régional et là aussi de façon systématique
tous les hôpitaux de HD, les hôpitaux de district ont été pris en compte puisqu'ils abritaient à leur sein des maternités au niveau district. Next. Donc, en termes de traitement et d'analyse des données, toutes les données collectées ont été encodées et analysées à l'aide de logiciels SPS et Excel. Et en ce qui concerne les données qualitatives, c'est surtout les données. Les résultats issus des focus group et des entretiens ont été transcrits et analysés par un anthropologue. Next. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous pouvons déjà dire que cette enquête, du point de vue socio-économique, plus de 80% des femmes enquêtées ont l'âge compris entre 20 ans et 30 ans, donc essentiellement des jeunes. 98% de ces femmes enquêtées sont en union, donc 73% sont des femmes au foyer dites ménagères et 39% d'entre elles ne sont pas scolarisées. Les deux motifs de fréquentation des centres sanitaires identifiés sont essentiellement le curatif ou la consultation, nutrition et la vaccination de l'ordre de 26,9%. Les services de PEF représentent environ 10% des motifs de fréquentation. Et en dehors de la région d'Agadez, on constate que dans toutes les autres régions, le nombre d'enfants désirés par les femmes va au-delà de 7, donc voire 8, ce qui dépasse largement, n'est-ce pas, le nombre désirés indiqué dans les enquêtes EDS qui se situent autour de 7 enfants au Niger. Next. Cette analyse situationnelle fait ressortir le niveau général d'utilisation des méthodes contraceptives modernes en postpartum au Niger est situé aux environs de 60%. Donc, il faut retenir que ce taux varie de 81% à Agadez, qui est le niveau le plus élevé, à 36% pour la région d'Agadez. Donc, en dehors de Zander, toutes les autres régions ont plus de 50% de taux d'utilisation en PF du postpartum. Next. Et il faut également noter que moins de 50% des femmes âgées de moins de 19 ans en postpartum utilisent les méthodes contraceptives en planification familiale. Next. Cette étude nous a révélé, en tout cas, certaines raisons ou certaines principales raisons pour lesquelles les femmes ne sont pas actuellement sous contraceptif. Donc, ici, nous avons identifié 5 principales raisons. Il s'agit entre autres de l'ignorance du risque de grossesse rapprochée, les difficultés d'accès à la contraception liées à l'éloignement, le refus de la planification familiale de la part de la femme, mais évidemment de la part du mari en 5e position. Et nous avons également les rumeurs sur les effets secondaires des méthodes de contraception modernes. Next. Par rapport aux gammes de méthodes utilisées, accessibles en planification familiale du postpartum au Niger, nous constatons, par les résultats de cette étude, que toutes les gammes sont concernées et nous avons bien entendu une utilisation croissante des injectables. Et ici, nous notons bien évidemment des efforts à fournir par rapport au renforcement de la promotion des méthodes de longue durée d'action. Puisqu'ici, le DI, nous l'avons vu, est très faiblement utilisé à l'ordre de 4,3%. Next. Donc, les informations recueillies au cours des entretiens et de focus group, n'est-ce pas, nous montrent que par rapport aux audiences concernées par le changement de comportement, je cite, les personnes les plus importantes pour nous appuyer dans le choix et l'utilisation des méthodes d'espacement de naissance sont nos maris et nos belles-mères en général. Même si certains ont évoqué la belle-mère, tout était unanime que le mari détient l'autorité et le pouvoir, n'est-ce pas, de décider. Donc, cette diapo met en exergue vraiment le pouvoir
n'est-ce pas, qu'exercent, n'est-ce pas, ces catégories de personnes-là sur le choix, n'est-ce pas, des méthodes de planification et l'utilisation de la planification familiale chez les femmes, en l'occurrence, les maris et les belles-mères. Next. Donc, en ce qui concerne le degré d'exposition des femmes au Conseil pour la PF de post-partum, nous constatons que très peu de clientes reçoivent des conseils selon la stratégie ISB, qui est l'identification systématique des besoins de la cliente au niveau des autres points de contact, autres que les points de service. L'ISBC, je dois le rappeler, est une des stratégies, n'est-ce pas, par rapport à la création de la demande que nous voulons en tout cas promouvoir pour, n'est-ce pas, saisir toutes les opportunités dans le cadre de l'intégration de la PF aux autres points de prestations de santé reproductive et sexuelle au niveau de nos services de santé. Next. Diapo, s'il vous plaît. En ce qui concerne les facteurs associés à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes lors de la période suivant un accouchement, nous avons en tout cas plusieurs types de facteurs ici. En ce qui concerne les obstacles et les barrières, notons ici principalement le refus des maris, le faible pouvoir décisionnel de la femme, même lié principalement aux normes sociales. Mais nous avons aussi, en ce qui concerne le système, par exemple, le comportement des agents, notamment lié au mauvais accueil, n'est-ce pas, et également la question de la rupture d'intrants qui encore pose le problème également du choix de la méthode par la femme. Nous avons également d'autres types d'obstacles, non des moindres, notamment les rumeurs, ce qui concerne la planification familiale et surtout les mauvaises interprétations de certains textes religieux concernant la planification familiale. Par rapport aux facteurs favorisants, nous notons déjà l'existence de stratégies d'amélioration d'accès aux services de PEF dans les zones les plus reculées. Il s'agit ici de certaines stratégies que nous mettons en œuvre, notamment les cliniques mobiles, la distribution à base communautaire, la réalisation et l'organisation des caravanes d'offres actives de la planification familiale et l'organisation des journées spéciales, n'est-ce pas, d'offres de la planification familiale. Nous avons également d'autres stratégies phares impliquant les hommes dans le cadre de la promotion de la SR, particulièrement de la PEF, notamment, je cite ici la stratégie école de mari et le club de futurs maris. Next, en ce qui concerne les opportunités que nous avons, en termes d'opportunités, nous pouvons essentiellement citer l'engagement des autorités en faveur du dividende démographique, puisque aujourd'hui, la planification familiale est, n'est-ce pas, au rang de priorité, n'est-ce pas, au plus haut niveau. Je vais citer ici le programme spécial Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, mais également l'implication des leaders religieux et coutumiers à travers l'argumentaire religieux et la collaboration entre l'UNEP et les associations. Ici, je dois citer également l'une des actions phares, c'est surtout la mise en œuvre de certaines relations stratégiques avec certains religieux et également certains leaders coutumiers que nous avons mis en œuvre avec, bien entendu, l'implication de l'UNEP. En termes de menaces, il faut le dire, c'est particulièrement la situation sécuritaire avec la fermeture de certains services et également qui persiste, et comme vous le savez, mais nous sommes en train de réorienter nos actions dans le cadre de la résilience pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer notre capacité à offrir la PF, n'est-ce pas, en général à ces populations en situation humanitaire. Next. Par rapport à la disponibilité des intrants, l'étude a relevé que dans la plupart des formations sanitaires
les produits contraceptifs sont disponibles, alors jusqu'à 80%, et moins de 40% matériel requis. Là également, diapo, s'il vous plaît. OK. Par rapport à la capacité des agents à offrir les prestations, l'étude nous a relevé que seulement 20% des prestataires ont affirmé avoir été formés sur les techniques en matière de planification familiale du postpartum et 40% en technologie contraceptive. D'où ici la nécessité, n'est-ce pas, de se pencher sur cette problématique de renforcement des capacités des agents. Next. Par rapport aux compétences, donc 40%, comme je le disais tout à l'heure, de l'ensemble des échantillons des prestataires interviewés ont quand même affirmé leur capacité à offrir les méthodes de longue durée, notamment les implants et les DU. Next. Donc, à la fin de cette analyse, des recommandations opérationnelles ont été émises, particulièrement pour la perspective de passage à grande échelle de la planification du postpartum au Niger. Il s'agit essentiellement de la priorité à l'intégration de la PF dans les points de contact, notamment dans tout ce qui concerne les services d'offres de prestations aux enfants et surtout la consultation, nourrisson et la vaccination. De réadapter les messages sur la PF en fonction des tranches d'âge vulnérables. Donc, ici, c'est de prendre en compte surtout la tranche d'âge jeune et également en fonction des audiences influentes sur les groupes vulnérables qui sont les maris et les belles-mères. Et d'autres recommandations en lien également avec la révision des supports PF à tous les niveaux pour prendre en compte, n'est-ce pas, les différents paramètres en lien avec la PF du postpartum. Une recommandation également relative à la dissémination des outils de l'approche identification systématique des besoins de la cliente, ISBC, dans toutes les formations sanitaires pour renforcer l'intégration de la PF aux autres points de contact. Nous avons également une recommandation en lien avec l'accélération de la formation des prestataires sur l'APF et pour toutes les catégories, n'est-ce pas, offrant la prestation. Ici, c'est vraiment une recommandation spécifique en ce qui concerne le renforcement des capacités. Et également, en dernier lieu, une recommandation en lien aux réflexions sur l'utilisation des termes planification ou espacement de naissance des grossesses avec tout ce que cela implique comme implication, puisqu'on a relevé au cours de cette étude que certaines interprétations sont fortement liées avec, n'est-ce pas, certains termes qui sont utilisés et qui sont parfois mal traduits et qui posent énormément de problèmes d'adhésion et de compréhension aux populations de façon générale. Next. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais dire en substance par rapport à cette analyse situationnelle qui, je dois aussi l'annoncer, nous a permis très rapidement d'aller vers la révision et l'élaboration de notre plan de passage à grande échelle pour la planification familiale du postpartum qui est actuellement mise en œuvre au niveau sur toute l'étendue du territoire. Et nous profitons de l'opportunité pour saluer vraiment l'OMS et à travers ce projet PF Accélérateur qui nous a permis en tout cas de faire un bond par rapport à la mise en œuvre de cette pratique à haut impact que la planification du postpartum au Niger. Je vous remercie. Thank you so much, Dr. Husseini, for that presentation. And it's very encouraging, particularly to see that the situational analysis led to a very clear operational plan on how to go about scaling up postpartum family planning.
So our next presenter is Dr. Loshan. Dr. Loshan is with the Ministry of Health in Sri Lanka, and they will be presenting on using South-to-South learning exchange to develop an e-LMIS for contraceptives. Dr. Loshan works at Family Health Bureau, Ministry of Health, and he is the focal point for the National Family Planning Program. He has over 28 years of experience in the field of reproductive health, women's health, and family planning. And over to you, Dr. Loshan, for your presentation. Thank you very much, Dr. Chiari. So my presentation is on developing an e-LMIS for contraceptives, including postpartum contraceptives. Next. So I would like to just give you the Sri Lanka context. We have had a free health service since 1930 and free education since 1944. And our country is a small country comparatively, and it's in the Indian Ocean, south of India. And we have a population of about 21 million. And our per capita GDP is about 4,070. And our health expenditure is only about 3.4% of our GDP. So considering that small amount of health expenditure, our health indicators are reasonably all right. Our maternal mortality ratio is 29.5 per 100,000 live births. Our crude birth rate is 12.9 per 1,000 population. And our total fertility rate is 2.2. That is based on the Sri Lanka Demographic Health Survey, which was done in 2016. And our modern contraceptive prevalent rate as of now is 58%. And our unmet need is 5.6%. Next. Now, our family planning indicators were reasonably good over the past few years. That is because of good family planning service that we provided to people. And we also had a good supply chain management system. But however, we did not have a electronic logistic management information system. So this was a problem we had for many years. And as you know, some challenges can be overcome by adaptation of best practices from other countries. And when we reached out to WHO telling about our problem, they suggested that we link up with another country and to do some South-South learning exchange programs. Next. So Dr. Rita explained the steps of the learning exchange program. Next. And we linked up with Nepal, and that was our peer country. Both countries learned from each other. And Nepal wanted to learn how we did with our postpartum family planning, and they wanted in turn to strengthen their postpartum family planning program because they were slightly behind in that setup. And we in turn, we learned that we wanted to learn about their logistic management information system, which was electronic. So we wanted to develop a web-based logistic management information system for contraceptives. Next. And when WHO coordinated the South-South Learning Exchange, we initially did a situational assessment. Both countries did the same. And we shared questions amongst each other. And we also shared concerns and we asked further questions. So after doing that, we identified a pool of resources from both countries who could respond to each other's questions. And we decided some session plans and finally embarked on implementing the South-South Learning Exchange with a Q&A component. Next. And from the Sri Lankan team, our overall guidance was given by our Director, Maternal and Child Health from the Family Health Bureau, Ministry of Health. And then myself, the program manager for the National Family Planning Program, was the focal point for the South-South Learning Exchange.
And I had two other colleagues supporting me, the national program managers for maternal care and monitoring and evaluation. And then we had our colleague from WHO, the national program officer, who was constantly supporting us with the South-South learning exchange process. And we also had the UN partner, UNFPA, and our very own NGO, who was the member association from the International Planned Parenthood Federation, and also the Sri Lanka College of Obstetricians and Gynecologists. So they all contributed in many ways. And our implementing partner was the Ministry of Health with the WHO country office. We embarked on this South-South learning in 2020, and we also moved over to 2021. Next. And NEPA's learning on strengthening postpartum family planning, they mainly learned on the advocacy that we did for policymakers and program managers for establishing postpartum family planning services, including postpartum IUD services at national and subnational levels, referring to district and divisional levels. And we also shared how to develop advocacy kits and also shared documents such as circulars, guidelines, consent forms, and training material for service providers. Next. Now, I would like you to give a background of the Sri Lanka supply chain management. Now, in Sri Lanka, the entire logistics is handled by the Family Health Bureau, and all the family planning commodities or the contraceptives, they come to a central store in the Ministry of Health. Next. And from the central store, next, it goes to the districts, to the district stores, and also to the main teaching hospitals in the country. And then from the districts, the supplies go to the divisional level to medical officers of health officers, and also to smaller general and base hospitals and district hospitals. Next. And then from the divisional health officers, the supplies are distributed to the field clinics and to smaller hospitals, and also to the grassroots level health workers, such as the public health midwives and the public health inspectors, who would go from house to house providing contraceptive methods. And from all these institutions and the grassroots level workers, next, it would go to the clients. Next. So that was our the flow or the pipeline of the contraceptives. Now, all the pipeline, the contraceptives that came into the country and into the central warehouse, it was inventorized. And we used this inventory management system called Channel, which was introduced to us in 2008 by UNFPA. Next. And this picture shows you the different types of contraceptives that have been entered into the system. Next. And all the issues, the contraceptives that go out of the stores is also inventorized. So we would have information on each stock and how a particular stock went to a particular district, the date and the quantity is all properly inventorized. And next, and it's sent out, the contraceptives are sent out on an invoice like this. And in this invoice, if you can see, we have all the contraceptive commodities such as condoms, DMPA, Implanon, oral contraceptive pills, Jadel, and so on. And on the right columns, we have the quantities, the unit price, and the total price, and the final total as well. So this invoice would have a date and also time of issue. So this information is very valuable. In case we have a reaction, we can very easily recall the particular batch numbers. Next. And the main issue we had for many years was the request form. The request form was all manual. Although the inventory system was computerized, the request forms for contraceptives from the districts and the divisions, they were all on a manual form. So this was one of our problems, because
these forms wouldn't come on time. They wouldn't print the forms because they didn't have a printer, nor if they didn't have paper, and some of the information was not valid. So we had many issues with this manual system. Next. And following the South-South Learning Exchange, we learned that Nepal had very successfully implemented a eLMIS in one of their provinces. So that really motivated us to develop and design electronic data format for districts as well as divisions, and have a LMIS which was web-based. So we actually recruited 2 medical officers who were in the Ministry of Health, who were doing their bioinformatics postgraduate degree, and we gave them the task to develop and help us to do this eLMIS in the DHIS2 system. So after doing that, we pilot tested it and we sent it out to the districts, and they were quite happy with the system. So we developed a guideline and we trained the regional and divisional store managers on the new electronic format on contraceptive commodities. And we managed to fully function this system by mid last year. Next. And this is the format that we get now as a printout or on the screen of the eLMIS. The form is very similar to the manual form, where we have columns and rows, and all the rows indicates the different methods, and the columns would have something like the amount remaining at the end of last month, the amount received, the amount spent, and so on, and also the amount required for that particular district or the division. Next. And because it's fully computerized and it's in the DHIS, we can also observe reporting rates. And as in this graph, we can see the reporting rates have come down in the month of August. But now if you check it today, it's almost 80%. And when the reporting rate comes down, we can actually look to see which district has not sent the report. Next. For example, if you look at this graph here, you can see that some districts have not reported. So we can actually identify the districts that have not reported, and we inform them either on WhatsApp or through a telephone call and request them to upload the data immediately. Next. And through this South-South Learning Exchange, as a knowledge provider, we shared lots of important documents and photo stories and videos to facilitate the learning exchange program and to share our knowledge with Nepal on postpartum family planning. And the South-South Learning Exchange was nice because it was all virtual, so we could have flexible learning agendas, and we could also have very frequent consultations because it was virtual, and it helped us to keep up the momentum throughout the South-South Learning Exchange. And as a person who learned from the Learning Exchange program, it was very nice because it really motivated me and my team and the ministry people to actually move on from a paper-based LMIS to a eLMIS. And this was very good. And the most important thing was it didn't cost us any money. It was no cost at all because we used the existing doctors who were doing the bioinformatics program to develop the system. Next. And I would like to thank the FP Accelerator project for actually helping us to embark on this South-South Learning Exchange with Nepal. And I would like to thank all my colleagues and our colleagues in Nepal for supporting us to develop the electronic logistic management information system. Thank you. Thank you so much, Doctor, for that presentation.
and really outstanding to see the impact of this South-South exchange in Sri Lanka. Just shows how wonderfully things can progress so fast when we align the support provided with the needs of the country. So very outstanding work, and also for explaining so clearly how this was achieved. We'll now move on to the next presentation. And the next presentation will have two presenters, and it will be on scaling up evidence-based interventions to strengthen postpartum family planning services in the DRC. We'll have the presenters is Dr. Robert Kanke and Dr. Fataki Joseph. And just to introduce the presenters, I'll start first with Dr. Kanke. And Dr. Kanke is a doctor of medicine and with postgraduate diploma in public health and focused on development. He has more than 15 years experience in the field of public health and specifically in reproductive health. He has been working with the World Health Organization since 2015 and has been, that was in 2015 to 2018. And then he has been in charge of adolescents and youth health from 2019 to date. And we'll move on. I'll introduce both presenters so that then I can hand over to them to do the presentation. So Dr. Joseph Fataki Mobulua is working also in DRC and is working with the Ministry of Health, and they will be presenting together with Dr. Kanke. Dr. Fataki is a newborn health advisor with Pathfinder, apologies, and with Pathfinder International in DRC. So over to you, Dr. Kanke and Dr. Fataki. Merci beaucoup, professeur James, pour la parole. Merci à tous les collègues. Bonjour à tous. Je me fais aujourd'hui le plaisir de partager avec vous l'expérience qu'a permise le projet accélérateur pour améliorer la qualité des services de PF en RDC, notamment à travers l'intégration de l'outil de counseling de PFPP dans le curriculum de formation des sages-femmes en RDC. Next, please. Nous allons donc faire cette présentation et à la fin, je vais passer la parole à Dr. Fataki qui va aussi vous donner un bref aperçu. Le plan de présentation, c'est celui-ci. On va commencer par un bref historique pour planter un peu le contexte dans lequel l'intervention et même cette intervention a eu lieu. Ensuite, on va parler du contexte du passage à l'échelle de la PFPP dans les structures de formation des sages-femmes. Troisièmement, nous allons donner quelques leçons apprises qui sont issues de la mise en œuvre de cette intervention. Quatrièmement, nous allons vous donner un aperçu des effets directs de l'intégration de la PFPP dans le curriculum de formation des sages-femmes. Ce qui s'est passé tout de suite après que ces sages-femmes sont revenues dans leur lieu de travail habituel et quelle a été la tendance en matière de nouvelles acceptantes dans les aires géographiques qui ont été identifiées. Ensuite, nous allons donner la situation actuelle, puisque nous sommes en 2022, dans ces aires géographiques et vous planter un peu les prochaines étapes qui sont prévues après cette intégration. Next, please. En guise d'historique, la RDC, en 2013-2014, au moment de l'enquête EDS, avait 8% de prévalence contraceptive, 28% de besoins non satisfaits en matière de contraception. L'indice de fécondité était très élevé, était à 6,6 enfants, et plus de 80%
malgré que plus de 80% d'accouchements se passaient dans les structures de santé. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'étude IAM-DABO a eu lieu. Et dans ce cadre, c'était une intervention qui visait à accroître le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes, spécifiquement en intervenant dans la période du postpartum. En fait, cette étude a été mise en œuvre au Burkina Faso et en RDC et a comporté essentiellement 6 composantes qui sont des interventions qui sont moins chères, accessibles, pour pouvoir permettre d'améliorer la prévalence contraceptive dans les aires géographiques où elle était appliquée. Ces interventions étaient essentiellement rendre disponibles des services de planification familiale du postpartum 7 jours sur 7, effectuer les formations et une mise à jour des compétences des prestataires en matière de planification familiale du postpartum. Ensuite, procéder au renforcement de la supervision. Et puis, il y avait l'intégration de l'outil de counseling de planification familiale. Il y avait l'intégration pour cela, pour suivre cette intervention. On utilisait des cartes de rendez-vous pour les femmes qui avaient adhéré aux méthodes et des cartes d'invitation pour les partenaires masculins pour échanger avec eux sur l'adhésion en matière de planification familiale. Next slide, please. Et donc, à l'issue de ces interventions, il y a l'outil de counseling de la planification familiale qui a été un outil clé, un outil phare qui a permis d'améliorer la prévalence contraceptive à travers le renforcement de la qualité de counseling apporté par les prestataires auprès des adhérentes. Donc, cet outil de counseling, il a été développé selon les directives de l'OMS et comme vous le savez, il a été créé pour les prestataires afin de promouvoir l'intégration de la PFPP de manière structurée dans les consultations prénatales, dans les consultations postnatales et même dans les consultations préscolaires. Et donc, cet outil est conçu pour renforcer l'interaction entre les clientes et les prestataires. Et donc, cet outil, on s'est rendu compte aussi qu'il permet d'améliorer la connaissance parfaite de la gamme de méthodes PF. Il permet aussi, au moment des échanges, de chasser les différents mythes, les rumeurs et conceptions fausses sur la planification familiale. Et l'outil, on s'est rendu compte, il aide aussi les femmes à négocier avec leurs partenaires sur l'usage des méthodes. Et donc, on y a intégré plusieurs messages sur les soins pendant la grossesse, l'accouchement et les soins au nouveau-né. Next slide, please. Et donc, pendant l'intégration de l'étude IAM-DABO, au niveau des zones de santé qui avaient été ciblées, notamment à Kinshasa, on s'est rendu compte que les participants ont apprécié positivement la maîtrise de l'outil de counseling par les prestataires. La seconde chose, c'est que l'outil a permis d'avoir une vision plus éclairée de la planification familiale et ça permet aussi de motiver les clientes quant à l'adoption d'une méthode de contraception. La troisième chose, c'est que l'adoption de la planification familiale est aussi acceptée par les conjoints. Vous vous rappellerez que parmi les outils, il y a les cartes de rendez-vous et même des cartes pour appeler, inviter les partenaires à adhérer aux méthodes, à accompagner leurs épouses pour l'adhésion aux méthodes. Un autre résultat, c'est qu'on a constaté que les femmes avaient de très bonnes informations par rapport à la planification familiale grâce à cet outil qui a été utilisé. Et enfin, l'outil peut être utilisé pour être mis à profit, notamment dans le cadre d'une boîte à images intégrée et faciliter la prestation de planification familiale. Dia, s'il vous plaît. Alors, après la mise en œuvre de l'étude de IAM-DABO, le rapport en 2018 a montré que seulement 17%, donc vous voyez que nous partions d'une prévalence à environ 8% vers une prévalence de 17% de la population qui utilise la méthode moderne en RDC. Mais cette prévalence, elle était différente de celle qui se situe
au niveau de la région du Kasaï. Donc, il est important de préciser que la répartition de la prévalence contraceptive n'est pas la même sur l'étendue du pays. C'est comme ça que la prévalence était encore très faible dans les régions du Kasaï, notamment avec 3,8% au Kasaï oriental, 8,4% au Kasaï central et 12,9% au Kasaï. Les études ont donc montré, à l'issue de l'intervention Yam Dagbo, que la PFPP pouvait améliorer la prévalence contraceptive. C'est comme ça que on plante un peu le décor par rapport au passage à l'échelle. Et donc, la bonne utilisation de l'outil de counseling de planification familiale était donc la bienvenue pour améliorer la prévalence contraceptive dans cette région du Kasaï. Next slide, please. Et donc, dans le cas de la mise du passage à l'échelle, la première étape était la contextualisation et le plaidoyer. L'outil de counseling PFPP de l'OMS a été contextualisé par le Programme national de la santé de la reproduction de la RDC, notamment à travers un renforcement des capacités pour tenir compte de cet outil dans les sessions de renforcement des capacités. Quelques experts ont été réunis au niveau du ministère de la Santé, au programme santé de la reproduction, et ont travaillé sur une adaptation de l'outil de counseling aux réalités de la RDC, changement en termes de contenu et même en termes d'image pour pouvoir faciliter les séances de counseling de planification familiale. Et donc, l'OMS a appuyé le ministère dans l'intégration de l'outil de counseling dans le curricula de formation des sages-femmes dans les différents systèmes. Après avoir parlé avec le ministère, nous sommes passés aux différents systèmes. Next slide, please. Et donc, au niveau des systèmes, l'étape 2, c'est le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités, notamment sur la planification familiale du postpartum, sur l'outil de counseling de planification familiale et même le disque d'éligibilité médicale aux contraceptifs des clientes. Cela s'est fait en 2 étapes spécifiquement. Il y a eu d'abord la formation des formateurs au niveau provincial. Les responsables des sections sages-femmes ont été formés. Les responsables du ministère de la Santé au niveau provincial ont été formés, mais également les responsables du programme national de santé de la reproduction au niveau provincial. Ils ont été formés sur la planification familiale du postpartum, sur l'outil de counseling, comme je l'ai dit, et même sur l'outil de counseling adapté, et même sur l'utilisation du disque sur les critères d'éligibilité médicale de l'OMS. Après cette formation des formateurs au niveau provincial, il y a eu un autre niveau de formation au niveau même des institutions de formation des sages-femmes. Il s'agissait là de former 15 enseignantes sages-femmes qui ont été formées au niveau de 3 institutions de formation des sages-femmes, 2 encadreurs sages-femmes, mais il y a eu aussi d'autres partenaires de mise en œuvre qui ont été formés, et sans oublier des sages-femmes travaillant dans les formations sanitaires en milieu rural. Ces 2 vagues de formation ont donc été le préalable pour pouvoir intégrer la PFPP, l'outil de counseling, dans le curriculum de formation. Next slide, please. L'étape 3, donc, après la formation, le renforcement des capacités des responsables des sages-femmes, c'était l'élaboration des notes pédagogiques. Comme vous le savez, il était donc question de mettre en place des outils, des outils qui permettraient aux enseignants de pouvoir dispenser le nouveau contenu de planification familiale aux élèves et aux étudiants sages-femmes. Et donc, sous la modération de l'OMS et de la coordination provinciale santé de la reproduction, les notes pédagogiques ont été élaborées. Il y a eu 3 pools d'enseignants qui ont été mis en œuvre, qui ont été mis à contribution pour élaborer et produire des drafts de notes pédagogiques sur un chapitre de counseling et en intégrant les aspects de counseling de planification familiale et intégrant l'utilisation de l'outil de counseling PFPP. Vous avez donc ces images-là qui vous montrent ces encadreurs, ces enseignants en train de préparer ces notes pédagogiques sous la supervision de l'OMS, sous la coordination de l'OMS.
Dia, s'il vous plaît. Après l'élaboration des notes pédagogiques, ces notes pédagogiques ont été appliquées. Ça, c'est l'étape 4. Il y a eu un pré-test des notes pédagogiques auprès des finalistes qui sortaient des sections de sages-femmes. Nous avons eu donc à appliquer ces notes pédagogiques sur 53 étudiantes finalistes des sections sages-femmes des écoles des sages-femmes qui sont situées à Chikapa, à Chikaji et à Mbujimaï. Donc, le cours qui a été donné était un cours qui durait en moyenne 3 heures et il était dispensé par 2 enseignants dans chacune des sessions. Et vous voyez sur les images ces enseignants qui dispensent les cours aux élèves sages-femmes en rose. Et en bas, vous revoyez encore la mise en œuvre un peu de la préparation de ces notes pédagogiques. Dia, s'il vous plaît. Et donc, dans cette étape, il est important de donner le contenu du nouveau cours qui avait été élaboré dans les notes pédagogiques. Il s'agit en fait du cours qui contenait un chapitre sur la planification et l'espacement idéal des grossesses pour la santé, un deuxième chapitre sur les options contraceptives dans le postpartum et dans le post-abortum, notamment les dernières recommandations de l'OMS, un troisième chapitre sur la technique de counseling en planification familiale et notamment dans le counseling de planification familiale du postpartum. Et là, il y avait l'utilisation, la présentation et l'utilisation de l'outil de counseling de l'OMS qui a été adapté aux réalités de la RDC. Dia, s'il vous plaît. Et donc, en termes de leçons apprises, on s'est rendu compte pendant l'intervention que la remise à niveau des enseignants, il a été important de faire une remise à niveau des enseignants pour remonter le niveau des enseignants parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la planification familiale du postpartum qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc, cette intervention a permis de faire une remise à niveau. La seconde leçon apprise, c'est que cette intégration a permis, à l'issue de l'intervention, de rendre les sages-femmes plus aptes sur la pratique de planification familiale directement à la fin de leur formation. Habituellement, il fallait, à l'issue de la formation, quand les sages-femmes étaient formées, quand elles sont mises sur le marché de l'emploi, elles devaient subir une autre formation en cours d'emploi pour acquérir des compétences techniques d'offrir. Mais après cette formation, le nouveau format de la formation et l'intégration dans le curriculum de formation, elles sont aptes à offrir directement dès qu'elles sont livrées sur le marché de l'emploi. La troisième leçon apprise, c'est que cette activité a relancé davantage la collaboration entre le ministère de la Santé et celui de l'enseignement, avec l'implication non seulement de la coordination provinciale, mais également des institutions de formation des sages-femmes. Et la quatrième leçon, c'est que l'intégration de l'utilisation de l'outil de counseling a montré qu'il est important que les notions de base au niveau de l'enseignement soient relevées et surtout pour les enseignants et même les apprenants. Dia, s'il vous plaît. Next. Après cette intégration, dans les mois et les mois qui ont suivi, nous voyons clairement une augmentation au fil des années des cas des nouvelles acceptantes de planification familiale. Nous avons distinctement 3 colonnes, comme vous le voyez. Il y a malheureusement, sur la dia, on ne voit pas très bien, mais il y a les provinces de Kasaï central et de Kasaï oriental. Vous voyez clairement que nous avons une augmentation sur les 2 premiers groupes et nous avons noté une baisse sur le tout dernier groupe. Sur les 2 premiers groupes, nous voyons clairement qu'il y a une amélioration en termes de nouvelles acceptantes au fil des années 2019, 2020 et 2021 pour le Kasaï et le Kasaï central. Dia, s'il vous plaît. Et donc, ça montre clairement qu'il y a des améliorations. Et la situation actuelle, nous avons, comme nous avons partagé, l'intégration s'est faite dans les institutions de formation de 3 provinces, mais à l'état actuel, en 2022, la planification familiale du postpartum, à savoir l'utilisation de l'outil de counseling de planification familiale
l'utilisation du disque sur les critères d'éligibilité médicale sont intégrés dans le curriculum national de formation des sages-femmes. Et cela grâce à l'implication de la Société congolaise de sages-femmes, de la pratique sage-femme, qui est membre du comité de pilotage pour la mise en place du curriculum de formation au niveau pays. Donc, la PFPP est enseignée actuellement dans toutes les institutions de formation pour sages-femmes. Dia, s'il vous plaît, next slide. En termes de prochaines étapes, à l'époque, effectivement, et même certaines sont encore valables actuellement, il est donc important de reproduire cet outil de counseling. L'outil de counseling adapté a été validé au niveau pays et cet outil doit donc être reproduit à l'échelle du pays pour rendre disponible, ça c'est la deuxième étape, doter les parties prenantes dans ces différents outils, notamment en disque sur les critères d'éligibilité, mais aussi en termes d'outils de counseling de PF. La troisième étape, c'est également l'intégration de l'outil de counseling dans les formations de planification familiale. Comme vous le savez, la formation continue se fait dans les différentes provinces, dans la RDC, grâce à l'implication de différents partenaires, notamment l'USAID, l'UNFPA et même qui accompagne également l'OMS et le ministère de la Santé. Et donc, cet outil doit être intégré dans la formation, dans le contenu de la formation en PF. Et enfin, le ministère de la Santé s'est donc donné le devoir de continuer la vulgarisation de l'outil de counseling pour améliorer la qualité de prestation de planification familiale dans la communauté. Next slide, please. Et là, vous voyez une photo qui vous montre l'intégration de la PF dans le système Chikapa. Dia, s'il vous plaît. Et là, nous sommes au niveau de la province du Kasaï central, au niveau du système Chikaji, avec des sages-femmes, comme vous vous reconnaissez, habillées en rose. Dia, s'il vous plaît. Et là, nous sommes au niveau du Kasaï oriental en Mbuji-Mayi, où nous avons aussi eu cette intégration de l'outil de counseling en PF de postpartum dans les formations académiques des sages-femmes. Dia, s'il vous plaît. Next slide, please. Je vais passer la parole à Dr Joseph pour placer un mot sur ce qui se fait aussi. S'il vous plaît, James. Merci beaucoup, Dr Robert, pour m'avoir donné la parole. Je voulais aussi ajouter une petite expérience qui est menée au pays par rapport au PFPP. En effet, je suis conseiller technique dans le projet Prosani USAID, dans le cadre de Pathfinder, un projet appuyé par l'USAID. Et dans ce projet, dans mon programme, il y a aussi le renforcement des capacités des prestataires en matière de la santé de la mère et des nouveau-nés. Et parmi les stratégies utilisées, c'était les mentorats cliniques selon l'approche petite dose, haute fréquence. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions mis en place dans 3 provinces des sites de mentorat. Dans ces sites-là, nous avons placé le mannequin, y compris le mannequin de la planification familiale. Mannequin pour Mama You, pour les duos en postpartum, le bras pour l'implant et d'autres mannequins pour la planification familiale qui sont placés dans ces sites-là. Maintenant, parmi les programmes utilisés dans ces mentorats-là, qui est modulaire, il y a aussi la planification familiale du postpartum que nous utilisons particulièrement dans le 5 zones de santé de ces 3, dans 7 zones de santé dans ces 3 provinces. Et concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons d'abord cherché à identifier là où il faut mettre les sites de ces mentorats. Après avoir identifié les sites, nous avons acheté le mannequin pour ces sites-là. Et parmi ces mannequins, c'est ce que j'ai cité, Mama You, le bras
et d'autres mannequins pour la planification familiale, mais aussi d'autres mannequins pour d'autres domaines de santé de la mère et du nouveau-né. Et lorsque nous avions acheté ces mannequins, nous avions maintenant formé les mentors pour la pratique de la PFPP. Et dans cette formation, le counseling a pris une grande partie de cette formation. Et les éléments de l'outil de l'OMS a été abondamment utilisé. Deuxième chose, nous avons aussi utilisé les disques d'éligibilité que Dr Robert vient de dire. Donc les deux outils-là nous ont permis de mieux faire passer les messages. Après avoir formé les mentors, nous avions maintenant formé les prestataires au niveau des sites. Chaque site est formé d'au moins 15 prestataires. Et ces prestataires proviennent d'au moins 2 à 4 formations sanitaires. Et dans les sites, nous les formons d'abord sur le PFPP. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme les mannequins sont sur place, chaque groupe de prestataires fait ce qu'on appelle un programme d'entraînement. Donc, chaque semaine, ils doivent passer, un groupe doit passer pour s'entraîner régulièrement, pour se perfectionner davantage sur la planification familiale. Et parmi les compétences retenues dans ces entraînements-là, il y a le counseling, il y a les DUPP, les DU en postpartum et l'implant en postpartum. 6 mois après, l'équipe du ministère de la Santé que nous appuyons passe pour évaluer les prestataires, pour voir comment évoluer leurs compétences. Et chaque mois, les mentors descendent au niveau des formations sanitaires, là où travaillent réellement les prestataires, pour voir comment ils travaillent sur la planification familiale et comment ils appliquent les méthodes aux clientes. C'est un peu ça l'expérience que je voulais vous partager aussi, en dehors de ce que nous avons fait dans le Kasaï, ce qui s'est fait aussi dans le pays. Ça s'est fait dans la province de Tanganyika et dans la province du Kasaï oriental aussi. Nous avions appliqué cette méthode-là de petites hautes fréquences. Donc, peu d'enseignement avec beaucoup d'entraînement pour aider les prestataires à se perfectionner. Nous pourrions peut-être présenter cette expérience en l'art dans les prochaines conférences que vous allez organiser si vous nous invitez. Merci. Thank you so much, Dr. Joseph and Robert, for that presentation and particularly highlighting the impact of research on practice and policies. I think it's not often that we get to see such a good translation of research to policy and practice, and also really the demonstration of how you have approached the skilling of the providers and the various partnerships that this has involved. So thank you so much. I would like to say that, as I said at the beginning, the presentation is recorded and will be available both on the HRP YouTube channel and also on the IBP website. And because we are right, I think, on time, we won't have time to answer questions live, but you can always reach out to the presenters if you have questions. I would like particularly to thank the presenters for really excellent presentations. And I think all of us have learned so much from those presentations that are really based on real experiences and that address challenges that were faced on the ground. I would also like to thank Nandita and IBP for organizing this webinar, and also to Rita and Komal, who have been behind this work of the FP Accelerator project. And I think today you'll all agree with us that we've had very good engagement in both English and French. And this is thanks to the work of our translators. So we really thank the translators for such a great job. And with that, I wish everyone have a good morning,
a good afternoon or good evening, whatever your time is, and we look forward to continuing to engage in this field and wish everyone a belated Happy World Contraception Day. Okay, bye-bye. Bye-bye.